Bonjour à tous. Premier rapatriement volontaire en provenance du Mali. Une vingtaine de réfugiés ivoiriens vivant au Mali a regagné lundi soir la Côte d'Ivoire. Ce retour au Bercail est le fait du service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, le Sahara, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Chantal Eouman Akandon. Après une dizaine d'années hors de la Côte d'Ivoire, Ismaël vient de fouler le sol ivoirien. On a décidé de revenir au pays et venir apporter notre modeste contribution à la nation, à répondre à l'appel de la nation. À leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ces réfugiés ivoiriens venant du Mali ont été accueillis par le Sahara, service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, et le HCR, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Vous avez tout décidé de votre propre gré de revenir et je vous souhaite la bienvenue dans votre pays natal. Il n'y aura jamais mieux que chez soi, là où vous avez grandi, là où vous avez vos parents, là où vous avez vos amis, vos parentés, votre cœur. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'allégresse, nous en tant que techniciens qui aident le gouvernement à donner de la protection. Le Sahara met l'accent sur la protection et la sécurité des rapatriés. On est chargé beaucoup plus, pour le moment en tout cas, de la protection, si on peut dire. C'est-à-dire qu'ils reviennent dans les conditions de sécurité et de dignité et que dans leur premier pas de réintégration au pays, les choses se passent pour le mieux sur le plan sécuritaire. Ce rapatriement volontaire intervient quelques semaines après celui du 1er août dernier, qui avait vu le retour de 55 autres réfugiés en provenance du Togo. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire enregistre plus de 200 000 réfugiés ivoiriens qui sont rentrés au Bercail. Et c'est reparti pour les travaux relatifs à la recherche et au développement de l'agroforesterie. Après 10 ans de suspension, le processus a été relancé. C'était à la faveur d'un atelier réunissant les chercheurs des ministères des Eaux et Forêts, de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Francis Boifo. L'agroforesterie consiste à planter des arbres et à développer des cultures vivrières ou pérennes sur la même superficie. Entre 1990 et 2000, des experts du Centre national de recherche agronomique CNRA ont pu, à travers des techniques adaptées à la texture des sols, régénérer des vergers de cacaoyers et de caféiers. Malheureusement, certaines difficultés ont freiné l'expérimentation de ces techniques. On trouve des technologies, mais souvent le transfert de ces technologies-là vers le paysan pour qu'il s'approprie et améliore effectivement les mécanismes, même si l'ANADER existe, ne sont pas encore bien huilés. Donc, entre autres, au cours de cet atelier-là, on va réfléchir à ces questions-là. Comment rendre les résultats accessibles aux paysans et puis comment rendre le mécanisme fluide pour que les choses intéressantes qu'on a au laboratoire, au niveau de la recherche, puissent être utilisé par le paysan, par l'éleveur. Selon le chef de programme forêt et environnement du CNRA, 70% des sols ivoiriens sont dégradés. Avec la dégradation du couvert forestier, aujourd'hui, il y a une menace réelle qui pèse sur la Côte d'Ivoire au plan alimentaire, au plan écologique et même au plan financier. Le présent atelier vise à valider le document national de développement de l'agroforesterie. Il servira de guide aux experts du CNRA, des ministères des Eaux et Forêts, dans la mise en œuvre du programme de réhabilitation des sols, des forêts et à l'augmentation des produits agricoles. Environ 11 tonnes de produits pharmaceutiques non autorisés par la pharmacie de la santé publique viennent d'être saisies. Cette opération fait suite à une descente musclée d'éléments de la direction des enquêtes de la police nationale à Adjamé-Roxy. Nous restons avec Francis Boifo. Ce sont des produits pharmaceutiques dangereux pour la santé que des éléments de la direction des enquêtes de la police nationale ont saisi ce mardi à Adjamé-Roxy. Environ 11 tonnes de médicaments estimés à plus de 40 millions de francs CFA. Parmi ces produits, on trouve des produits psychotropes qui ont les mêmes effets que la drogue que nous combattons habituellement, la cocaïne, l'héroïne ou bien le cannabis.
C'est un signal fort que nous voulons envoyer à tous ceux qui s'adonnent à la vente des médicaments non autorisés sur les marchés, dira le commissaire Mamadou Bamba. Aujourd'hui, nous nous sommes contentés de saisir les produits. Nous avons voulu les toucher sur le plan économique, mais c'est sûr qu'à l'avenir, nous allons procéder à des arrestations et au défèrement des personnes devant les tribunaux. Ces produits pharmaceutiques seront incinérés. Selon la direction des enquêtes de la police nationale, en moyenne, 240 kg de médicaments non autorisés sont saisis chaque mois dans le district d'Abidjan. Et après cette importante saisie, intéressons-nous à un autre exploit des forces de sécurité. Les éléments de la brigade de Soubré ont mis fin aux activités d'un réseau de voleurs et de coupeurs de route dans la région de la Nawa. Le témoignage de Mamadou Kwasi. Depuis quelques semaines, le vol d'engins à 2 roues a pris une proportion inquiétante à Soubré et dans toute la région de la Nawa. Pour mettre fin à ce phénomène, les autorités militaires mènent une opération de sécurisation afin de traquer les voleurs de motos et les coupeurs de route. 2 semaines après le lancement, l'opération porte déjà ses fruits. Un réseau de voleurs d'engins à 2 roues est démantelé, ainsi que l'arrestation de coupeurs de route. Le réseau de voleurs de motos est dirigé par Diabaté Koma, âgé de 36 ans. Kouké Pierre, quant à lui, est coupeur de route. Selon la gendarmerie, il a été appréhendé lors du partage du butin, pendant que ses 2 amis prenaient la fuite. L'adjudant-chef Konanda Bernard, commandant de la brigade de gendarmerie de Soubré, invite la population à la collaboration en dénonçant toute présence suspecte dans les villages et sur les pistes. Nous restons dans la Nawa, mais pour parler cette fois de développement durable. La région vient de se doter d'un plan stratégique en la matière. Il s'agit d'un instrument établi sur une base de projets prioritaires pour le bien-être des populations. Et c'est ce que nous dit Hugues Hervé Blé. Ce que recherche le conseiller régional de la Nawa, c'est une plus grande efficacité dans la mise en œuvre de son programme d'activité. Le séminaire régional lui en donne les moyens. Experts, directeurs régionaux, chefs de service, membres d'organisations de jeunes et de femmes ont à cette occasion élaboré un plan stratégique régional de développement durable. Ils se sont accordés sur le plan d'action et le budget de la région pour différents secteurs. Sont pris en compte l'éducation, la santé, le transport, la voirie, le foncier rural, l'agriculture et le tourisme. Le séminaire nous a permis de dégager des axes stratégiques. Il y en a 16, vous avez suivi, lesquels nous ont permis d'établir un plan d'action. Et évidemment, le plan d'action, c'est comme un fil conducteur. C'est ce qui va nous permettre, évidemment, d'engager nos actions sur le plan régional. La région de la Nawa, qui a pour capitale régionale Soubré, comprend 4 départements et 6 communes. La superficie du conseil régional de la Nawa, 8 982 km². Sa population en 1998 était estimée à un peu plus de 683 000 habitants. Il faut protéger à tout prix l'environnement. Les autorités camerounaises l'ont bien compris. Elles viennent de déclarer la guerre aux emballages plastiques, facteurs de pollution. Regardons. Dans la zone industrielle de Douala, au Cameroun, une petite entreprise se distingue des autres. C'est l'une des rares structures de récupération et de recyclage des déchets du pays. À l'arrivée des bennes, les ordures sont triées, emballées, pesées et stockées. Le plastique constitue le plus gros des déchets. Le plastique, déjà, c'est une matière non biodégradable qui constitue un déchet énorme parce que le plastique peut faire facilement 400 ans sans toutefois être détruit. Donc, à partir du moment où un élément reste pendant 400 ans et qu'il est produit il est produit à quantité tellement énorme, ça pose un problème environnemental. D'où l'idée de valoriser ces déchets plastiques pour en faire des toilettes, par exemple. Ces cabines ont été entièrement fabriquées avec du plastique récupéré dans les poubelles d'autres entreprises. Une filière d'avenir pour ce directeur, un ancien cheminot qui n'a pas hésité à se reconvertir. Lorsque nous prendrons le déchet comme une richesse, le plastique comme une richesse, d'abord nous gagnons sur le plan de la santé. Toutes ces eaux que nous buvons sont issues du plastique, vous le savez. Donc sur le plan de la santé, rien ne vaut ça. Deuxièmement, en matière de recyclage de déchets, c'est des milliers d'emplois. Maintenant, leur valorisation va encore créer d'autres milliers d'emplois. Face au fléau de ces déchets, les autorités camerounaises souhaitent réagir plus efficacement.
Plusieurs industriels ont été convoqués à une réunion ministérielle. Dans 6 mois, l'importation et la production de plastique non biodégradable pourraient être interdites. Tout ce qu'on souhaite, c'est que l'encadrement soit facilité. Que le ministère ait un laboratoire de contrôle pour que vous ne présentiez pas, qu'il n'y ait pas de charlatans qui balancent des emballages et déclarent que c'est le biodégradable. Parce que le biodégradable a un coût. Un tiers des déchets produits au Cameroun sont des déchets plastiques, soit 200 000 tonnes chaque année. Un chiffre qui serait largement sous-estimé. En Égypte, des dizaines d'églises et édifices religieux continuent de faire l'objet d'attaques de partisans de l'ancien président Mohamed Morsi. Et suite à ces violences, un évêque compte réclamer la protection de l'État. Suivez ce reportage. Province de Minya, à 250 km du Caire, terre d'élection pour de nombreux Égyptiens coptes. Une communauté régulièrement attaquée, mais ces dernières semaines, les violences ont atteint des sommets. Le 14 août dernier, des assaillants ont pris pour cible l'église Saint-Adros. Ce prêtre raconte que ce matin-là, un groupe s'est rassemblé devant le lieu de culte. Quelqu'un a jeté du liquide sur l'église qui s'est enflammée. Au total, depuis la mi-août, 38 églises coptes ont été incendiées dans toute l'Égypte. Pour ce responsable du clergé, il est grand temps que les autorités interviennent. Il y a un cerveau derrière tout ça qui organise ces attaques. Ce n'est pas aux chrétiens de se demander qui est responsable. C'est le devoir du gouvernement. Parce que les Coptes font partie de la société et les églises sont la propriété de l'État. Donc c'est à l'État de dédommager les victimes. Pour cet évêque, aucun doute, les islamistes des frères musulmans sont derrière ces attaques. Ils ont un grand nombre d'armes cachées dans des endroits stratégiques, dans des magasins ou chez des particuliers. Et nous demandons au gouvernement de ramasser toutes ces armes que les gens possèdent sans permis et inutilement. Mais la répression brutale de l'armée contre les frères musulmans n'apaise rien. Au contraire, les Coptes de Minya se sentent de plus en plus en danger. Les attaques contre les Coptes et les lieux de culte, c'est quelque chose d'inacceptable. Si quelqu'un attaque une église, ce doit être totalement interdit. Amnesty International condamne l'absence de réaction du gouvernement égyptien face à la montée en puissance des attaques antichrétiennes, pourtant prévisibles. Mouvement de débrayage des paysans en Colombie. Ils demandent notamment la baisse des prix des intrants agricoles et de meilleurs services publics dans les campagnes. Cette grève des paysans colombiens crée des pénuries à Bogota, la capitale. Le mouvement de protestation paysanne est entré dans sa 2e semaine en Colombie et il ne semble pas faiblir. Hier, des manifestations rassemblant plus de 200 000 personnes se sont déroulées dans 11 des 32 provinces du pays. Paysans, mais aussi d'autres catégories professionnelles dénoncent la politique économique du gouvernement. Toute la province de Boyacá est unie dans la grève nationale. Nous voulons que le président tienne compte des revendications des paysans qui sont justes. Les paysans colombiens réclament une hausse des prix agricoles, dénoncent les traités de libre-échange qui les défavorisent et demandent des garanties en matière d'accès à la terre. Pour faire entendre leurs revendications, ils bloquent les routes, ce qui commence à provoquer des problèmes d'approvisionnement dans la capitale. À Bogota, les étals du marché central sont presque vides et les vendeurs se plaignent. La situation est terrible parce que nous vivons de ce commerce et on ne reçoit plus rien, donc on ne vend rien. Le président Santos s'est rendu hier dans la province de Boyacá où les manifestations sont les plus virulentes et il a annoncé des négociations avec les paysans de cette région. Mais les leaders du mouvement exigent des négociations au niveau national. Depuis le début de la grève, la répression policière a fait quelques 200 blessés. 3 manifestants ont été tués et un leader paysan soupçonné d'avoir des liens avec les FARC a été arrêté. La guérilla colombienne a exprimé sa solidarité avec le mouvement. Retour en Côte d'Ivoire avec le sport. 2 autres pays se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Afro-Basket édition 2013. Ce sont l'Égypte et le Cap-Vert. Ils ont respectivement défait la Tunisie 77-67 et le Congo 67-60. Le point de cette journée avec Sébastien Rougnet. C'est une belle équipe égyptienne qui s'est présentée face aux champions sortants, la Tunisie, pour le compte des 8e de finale de l'Afro-Basket 2013.
Le dispositif tactique mis en place par l'Égypte a constamment gêné la construction du jeu tunisien. Le quatrième quart-temps ne changera rien. L'Égypte confirme sa réussite du jour. Score 77-67. La Tunisie est tout simplement éliminée. C'est une équipe capverdienne en difficulté qui s'est présentée devant le Congo. Et pourtant, le Congo ne partait pas avec la faveur de pronostic. Mais les joueurs congolais se sont mis en confiance. Une circulation de balles fluide. Les paniers sont réussis avec précision et facilité. Ils s'imposent aux 3 premiers cartons sans difficulté. Tous les regards sont tournés vers le dernier carton, le 4e. Ici, les erreurs se payent cash. Cap-Verdiens et Congolais se disputent les paniers, beaucoup de pression et d'inquiétude sur les visages. À 2 minutes de la fin de la partie, le Cap-Vert saisit sa chance et prend l'avantage. Le panier de Correa fait mal. Le Congo perturbé laisse échapper la qualification au profit du Cap-Vert. Score 67-60. Et c'est la fin de ce quart d'heure d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup, Maïs Sako. Ce qu'il faut noter, c'est que le basket, c'est merveilleux. Et les Ivoiriens adorent le basket. C'est ce qui se constate. Il y a un grand rendez-vous donc cet après-midi. Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est à suivre. Côte d'Ivoire, Cameroun. Tout à fait. Alors, le palais des sports sera pris d'assaut, on l'espère. Oui. Parce qu'à ce stade-là, les erreurs ne pardonnent pas. Bien sûr. Ce qui est sûr, quelqu'un doit tomber cet après-midi. Et vivement que ce soit les Camerounais. Mais gardons l'espoir.